C'est avec énormément d'enthousiasme que je présente ce documentaire réalisé il y a une quinzaine d'années dans la région de San Martín au Pérou. Utilisé à des fins thérapeutiques depuis plusieurs milliers d'années par les communautés locales, le breuvage de l'ayahuasca ne s'est fait réellement connaître en Occident que depuis une trentaine d'années, avant que de nombreux pays européens n'en interdisent la consommation. Initié depuis une quinzaine d'années par cette médecine végétale, c'est au travers de l'enseignement chamanique et ésotérique transmis par Jamael que je me suis véritablement rencontré. Je ne prétends pas avoir découvert l'illumination ou la solution miracle qui va régler tous les problèmes. Mais face au vide existentiel que j'ai pu ressentir si fort pendant mes 25 premières années, il y a une plénitude, un sentiment de paix intérieure qui s'est installé dans la reconnaissance de ce que je suis profondément. Alors, j'ai totalement changé de vie à 35 ans pour me consacrer à l'éveil de la conscience. C'est ce qui a apporté véritablement du sens à mon existence. Bonjour, je m'appelle Sébastien Bonhomme. Au-delà des étiquettes qui pourraient me définir et auxquelles l'humain, à mon goût, s'identifie trop souvent, je me conçois avant tout comme un être spirituel en expérimentation à l'école de la Terre, qui parfois emprunte un rôle de chaman, d'astrologue, de masseur, thérapeute, de frère ou de fils, mais qui expérimente et apprend au travers de l'existence ici-bas à retrouver ce qu'il est vraiment. Je te parle donc de ce film qui est resté 15 ans inexploité. Pour voir le jour aujourd'hui, tel un témoignage venant du passé, c'est un hommage à deux êtres matures, précurseurs d'une thérapie aujourd'hui rattrapée par la mode et le tourisme spirituel. Claudio Shortino, dit Jamael, et Emilio Escariz, qui ont été des acteurs importants de l'avènement de ces médecines traditionnelles au public en Occident. Créatifs dans leur domaine, ils ont relevé le défi d'incarner un centre d'éveil de conscience au cœur de l'Amazonie. Jamael, en son parcours sacerdotal, spécialisé dans l'analyse, l'approche ésotérique de l'être et du corps, et Emilio, initié à la psychologie, maître de yoga Kundalini et danseur chorégraphe, ils sont tous deux des maîtres de cérémonie aguerris d'une riche expérience. Né d'un rêve un peu fou, le centre de médecine traditionnelle Wamanoisi, où est tourné le film que vous vous apprêtez à visionner, a vécu ses ascensions glorieuses et ses profondes remises en cause. Il n'en reste pas moins dépositaire d'une sagesse ancestrale qui a participé à la guérison et à l'ouverture spirituelle de plusieurs milliers de personnes. En 2022, date anniversaire des 20 ans de ce lieu, une réconciliation importante marque le départ d'un nouvel avenir. Tout ça pour souligner l'importance qu'ont ces lieux actuellement sur Terre et bien sûr leurs piliers qui œuvrent toujours au service de la conscience et forment avec passion la relève.
Cette période de non-sens que traverse l'humanité nous invite justement à redécouvrir le véritable but de l'existence. Nous apprenons à séparer le faux du vrai. En effet, face à l'explosion des demandes et de l'offre dans le secteur qu'est le développement personnel, comme le chamanisme et même les plantes maîtresses, est né le business spirituel au sein duquel trouver sa voie est devenu un véritable défi. Ne nous méprenons pas, la gratuité n'est pas non plus un gage de qualité. En cela, l'expérience représente une garantie de qualité certaine. La particularité du processus proposé ici réside en un pont réalisé entre la culture, l'ésotérisme occidental et les techniques de thérapie indigènes, qui, sous des aspects ritualistes d'apparence anciens, relèvent plus d'une technologie hyper actualisée au service du vivant. L'alchimie de ces deux approches est essentielle. C'est le croisement de l'horizontalité et de la verticalité qui donne naissance à un chamanisme ésotérique que je développe avec Jamael depuis maintenant 8 ans au travers de l'association Onyx. Les plantes entéogènes comme l'ayahuasca offrent un chemin de connaissance de soi unique. C'est une voie exigeante où le patient expérimente en lui, pendant quelques heures, une sortie de l'illusion, devenant ainsi l'acteur de ses propres guérisons, assisté bien sûr par l'esprit des plantes et guidé par les maîtres de cérémonie. Notre activité consiste à créer un espace sécurisé, tant au niveau matériel que spirituel, pour permettre à l'expérimentateur de passer au travers de ses ombres et lumières à la rencontre de l'être sans encombre. Sans plus attendre, je vous laisse visionner ce film et ressentir en vous l'authenticité de ce à quoi nous œuvrons. Incarner notre être divin ici-bas pour offrir notre potentialité à la communauté humaine. À l'origine, le chaman est celui qui établit avec la nature et sa communauté un accord pour rendre la chasse et l'utilisation des ressources naturelles légitimes. Si on veut obtenir quelque chose de notre mère nature, il faut dans un premier temps savoir lui demander et ensuite donner quelque chose en échange. Aujourd'hui, le chamanisme peut être utilisé pour nous reconnecter à la source. Tarapoto est une petite ville du Pérou de 10 000 habitants. Son centre névralgique est le marché qui s'étend sur plusieurs kilomètres. C'est une ville bruyante, due à son trafic incessant de mototaxis. Environ à 30 km de Tarapoto, dans les montagnes, le centre Wamanwazi, la maison du faucon, se trouve à 2 pas d'un charmant village appelé San Roque de Cumbasa. Les habitants de ce village vivent au rythme de la nature. Détentrices d'un savoir ancestral, ces plantes sont la base philosophique du chamanisme d'Amazonie. Les anthropologues disent que l'ayahuasca nous enseigne au-delà de notre histoire biologique.
il existerait un héritage collectif d'origine spirituelle, inscrit dans nos gènes, appelé l'essence de vie. Cette médecine ancestrale, reconnue depuis l'époque précolombienne, est à la frontière d'une médecine organique et thérapeutique. Elle est toujours utilisée par différentes ethnies de la Haute-Amazonie. Il est prouvé que les plantes communiquent entre elles en émettant des signaux moléculaires presque identiques aux synapses du cerveau. Ces plantes, dites sacrées, entrent au cœur même de notre système neuronal pour nous libérer de nos mécanismes émotionnels. Très tôt, j'étais intéressé par la nature humaine. Donc mon orientation était toute faite, c'était la thérapie corporelle, la psychologie. J'ai été consacré prêtre orthodoxe à 40 ans. C'était une façon de descendre dans ma foi. Sur le chemin de l'éveil, je cherchais à aller beaucoup plus loin. J'avais entendu parler du chamanisme, bien que pour moi c'était une méthode plutôt intellectuelle, mais pas vécue dans le physique comme je l'ai vécu. Donc les plantes m'ont pénétré, ont pénétré mon corps et mon esprit et m'ont fait comprendre toute la force énergétique qui était contenue dans l'esprit humain. Elle m'a poussé à aller plus loin dans mes retranchements. Et donc j'ai été surpris d'ailleurs de toute l'énergie qu'elle m'a fait déployer. Elle a révélé d'autres facettes de moi pour m'investir et aller chercher plus loin dans l'esprit, dans la psychologie et toutes les possibilités que je pouvais aussi avoir pour aider dans la guérison. La tortue, dans l'imaginaire autochtone, est associée au grand mythe de la création du monde. Lent et tenace, cet animal symbolise la sagesse et la persévérance. Elle est également le symbole de la santé. Elle représente la terre-mère dans la croyance indienne. Sa lenteur nous indique qu'il ne faut pas précipiter les choses, que cela viendra en son temps et à son heure. Pour la première fois, Olivier va se livrer à l'expérience d'une cure chamanique. Pour débuter sa cure, il boit l'awarpanga. C'est une véritable purge pour libérer le foie et la vésicule biliaire. Pour cela, il doit boire 5 litres d'eau légèrement salée. C'est une épreuve longue et harassante. Des techniques spécifiques de désintoxication et de purification sont indispensables pour faire ses premiers pas sur le chemin de la guérison. En arrivant ici, on peut appeler ça une crainte, mais j'avais l'idée que j'allais y passer sévère, que j'allais morfler. Et en fait, ça n'a pas été trop le cas. J'ai l'impression que les plantes ont été très indulgentes avec moi, très dans la bienfaisance, dans la bonté, dans la guérison. Et j'ai quand même dû boire 5 ou 6 plantes différentes qui à chaque fois étaient censées me purger, me faire aller mal, me prendre les tripes. Et ce n'a pas été le cas. À chaque fois, j'ai reçu la plante et ça m'a, même si ça m'affaiblissait juste après, ça me fortifiait énormément, aussi bien dans l'esprit que dans mon corps. L'origine de l'élaboration de ce breuvage aurait été révélée aux tribus primitives par les plantes elles-mêmes. Le mariage unique de 2 plantes préparées ensemble en permet la synergie. L'une, appelée communément l'ayahuasca, est essentielle par son enseignement. L'autre, révélatrice de la première, est nommée chacruna.
Après la prise de cette délicate décoction servie au cours d'une cérémonie, on est plongé dans des états de conscience modifiés, développant notre relation à soi-même et à notre place dans l'univers. Durant une cérémonie d'ayahuasca, tu vas au profond de toi, tu trouves des trucs pas forcément agréables, enfin, auxquels tu n'as pas forcément envie de te confronter. Et des fois, ça te perd un peu, tu es perturbé et tout. Et c'est là où les chants, les Icaros, les chants chamaniques vont intervenir de manière très concrète. C'est comme une ligne dans l'eau qui va te permettre de remonter le fil. Et ça va agir directement, non seulement sur ton mental, parce que ça va te calmer, ça va te rassurer, mais directement sur tout ton corps, comme si une force d'énergie agissait par le biais de ces chants et de la plante que tu as ingurgitée. Ça te nettoie, ça te guérit, et des fois tu te demandes si tu es capable de prendre tout ça, parce que le chaman donne beaucoup, la plante donne beaucoup, et toi tu reçois de l'énergie et du bien-être. Enfin moi, en ce qui me concerne. À mon avis, la manière d'utiliser l'ayahuasca dépend de la manière de l'intention de ceux qui la donnent. Or, moi j'ai jamais essayé l'ayahuasca ailleurs, mais je me pose quand même la question de savoir si les chamans traditionnels sont vraiment aptes à traiter le psychisme occidental, qui est quand même fortement perturbé. C'est très complet, ça va chercher du fin fond de l'inconscient jusqu'à aller dans la supraconscience, en passant par tous les états. Le colibri géant, appelé Picaflor gigante par les Péruviens, symbolise l'âme. Les indigènes l'associent au soleil et nombre de mythologies parlent de cet oiseau immortel et magique, ami généreux des hommes, offrant le moyen de lutter contre les ténèbres et l'ignorance. Peruano trata la ayahuasca como una medicina. La llaman medicina o abuela. La ve como una madre que enseña y que cura, que sana. Au-delà de toute considération scientifique, cette rencontre reste avant tout une expérience initiatique et personnelle. Se libérant de l'emprise du mental et de l'ego, nous accédons à une conscience pure, libérée de tout jugement. Cette exploration indicible de la conscience nous rapproche des origines de la vie. Prise de conscience foudroyante. On se trouve purifié de tout dogme et de tout langage construit afin de vivre un accord universel dans notre cœur et avec toutes les choses vivantes qui nous entourent. Es un trabajo hermoso, pero es un poco difícil a veces. Pero no existe una dependencia, no es una droga. Des chants sacrés d'origine espagnole et quechua, Icaros, sont utilisés par les guérisseurs, afin de guider le chercheur à travers le labyrinthe de son inconscient. Ces chants suggèrent l'image de l'outil chirurgical qui intervient directement dans la conscience du corps.
Je suis accompagné par un assistant autochtone, Luis. Lorsque les groupes sont plus importants, eh bien, il vient m'aider, m'assister. C'est lui qui coordonne, qui intervient sur toute l'organisation du centre. Olivier se dirige vers sa hutte de diète, où il passera une semaine en total isolement. Chaque jour, une plante choisie soigneusement par le chaman lui est proposée. La nourriture est servie une fois par jour. Elle est composée d'un bol de riz blanc sans sel et d'une banane plantain. Lorsque j'ai commencé ma diète dans la forêt pas loin, le premier matin, je n'ai rien mangé du tout et j'ai ingurgité le jus de tabac qui était censé me faire vomir. Tu sais que tu vas recevoir le jus de tabac, tu vas ingérer le jus de tabac. Ouais. C'est une plante maîtresse également qui travaille beaucoup sur le psychisme et qui est moins violente que les yarpanga. Les yarpanga travaillent beaucoup plus sur le corps et la désintoxication du corps, alors que le tabac travaille plus la désintoxication de l'esprit. C'est une plante d'esprit. J'ai accueilli le tabac très très bien dans mon ventre, dans mon estomac. J'ai passé juste 2-3 minutes à le boire, qui était très désagréable parce que c'est assez fort, âpre au goût. C'est difficile. Tu bois bien ça. J'ai senti que la plante s'installait en moi et qu'elle était là pour m'apprendre, hein, pour arrêter de me mettre des œillères et des parasites autour de la tête et me poser calmement au milieu de la jungle et puis me laisser le temps avec moi-même de me poser et de m'écouter, parce que finalement la plante, elle te dit pas fais ci, fais ça, hein, elle te dit écoute-toi et tu sais bien ce qui est bon pour toi. C'est la première diète que moi je fais, j'en ai jamais fait avant. Je me sens bien, je me sens apaisée. Je sens que je suis plus du tout tiraillée par des désirs, par des choses à faire, des choses à penser. Et j'ai compris qu'en fait j'avais une construction mentale qui était de partir de je suis incapable et après d'agir par rapport à une incapacité fictive. Et les 3 jours de cette plante, en fait, j'ai l'impression qu'elles m'ont déprogrammée, qu'elles m'ont vraiment... C'est comme si j'avais vidé une vieille énergie pour pouvoir laisser la place à d'autres énergies qui s'installent, justement, très paisibles dans ce moment de diète. Elles m'ont dit 3 choses. Elles m'ont dit que j'étais fort, ça j'étais censé le savoir, mais en tout cas elles me l'ont bien indiqué. Et elle m'a dit que j'avais beau être fort, que j'encaissais beaucoup et qu'il fallait que je laisse sortir l'émotion ou que je fasse plus cet écran que je faisais. Et la 3e chose, c'est qu'elles m'ont dit qu'il fallait que je commence sérieusement à prendre soin de mon corps. Cuando empecé la ayahuasca yo tenía problema con las drogas, de drogadicción. Y haciendo una terapia de ayahuasca de casi 8 meses, yo pude dejar de tomar drogas, porque uno toma drogas en búsqueda de algo. Entonces la ayahuasca me ayudó a encontrar dentro mío por qué era que yo tomaba drogas, qué era lo que yo buscaba al tomar drogas, el problema de fondo. Y sí, bueno, dejé de consumir drogas después de muchos años de consumirlas y ahora llevo una vida normal, tranquila. Un suivi thérapeutique sérieux est mis en pratique pendant les séminaires afin de décoder cet enseignement. Durant cet accompagnement, chaque intervenant peut s'exprimer lors d'un partage ou thérapie de groupe pour y trouver les réponses fondamentales.
La pensée occidentale, impatiente de tout interpréter, peut travestir et s'égarer dans ces notions de vérité n'appartenant pas à sa culture. Au fur et à mesure du chemin, on se rend compte que le moi, que l'ego, ce sont des limitations. Et qu'il y a quelque chose en nous, une soif d'aller au-delà de ces limitations. Même si on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Parce qu'on sent qu'il y a une énergie de vie intense. Vous savez, quand vous êtes attiré par quelque chose de viscéral comme ça, eh bien, il faut l'intégrer d'une façon pragmatique aussi. Si on n'a pas ce rapport de l'imaginaire avec le concret, l'imaginaire ne sert à rien. Le papillon est le symbole de la métamorphose, du changement. Il nous enseigne qu'il faut laisser nos désirs se réaliser. Il y a 4 étapes pour devenir un papillon. La première est l'œuf, la naissance de l'idée. Ensuite, l'état de larve, qui est de savoir si on réalise son projet. Puis il y a la chrysalide, où il faut amener ce projet à soi, le relier à notre personne. Et vient l'éclosion, la naissance du projet tant couvé. La force du papillon nous aide à mettre de l'ordre dans nos idées, d'avancer consciemment. Dans ces prises de conscience de nos mécanismes, eh bien, tous les changements qui interviennent, c'est d'abord la modification de l'alimentation, où effectivement ils prennent conscience qu'ils mangent n'importe comment, qu'ils fument et que ça ne va pas avec leur recherche. Ça m'a changé beaucoup d'habitudes, des habitudes alimentaires. J'adorais la viande rouge. Il y a une sorte de... Comment dire? C'est comme si on avait plus accès à l'essence de la vie. Ce qui va changer à mon retour, c'est une hygiène de vie nouvelle que je vais développer. Et ce qui a changé aussi pour moi, c'était un blocage au niveau de mon mental, au niveau des rêves. Je n'arrivais plus à me souvenir de mes rêves depuis un peu moins d'1 an. Il y a toute une diversité dans les plantes de diète, mais tout aussi bien aussi dans les cérémonies. Lorsqu'on emploie l'ayahuasca, ce n'est pas seulement un mélange de chacruna ou d'ayahuasca comme on en parle souvent. Il y a une orientation que l'on peut faire. Il y a déjà plusieurs sortes d'ayahuasca. On a l'ayahuasca noir, on a l'ayahuasca jaune. Donc la jaune s'adresse beaucoup plus au ciel et la noire s'adresse beaucoup plus à la terre. Selon l'orientation que l'on veut donner, eh bien, on y ajoute aussi des plantes élémentales, soit des plantes de l'eau, soit des plantes beaucoup plus aériennes, soit des racines qui vont orienter l'enseignement. Le San Pedro est un cactus de la famille des peyoltes. Il représente le père. Les cérémonies ont lieu la journée dans un lieu qui lui est spécialement consacré. Elles sont généralement suivies d'un passage par la hutte de sudation à la tombée de la nuit. Le moment où j'ai vécu quelque chose de très fort avec des animaux, je ne dirais pas que c'est animal totem, mais en tout cas c'était très très fort, c'est quand le San Pedro m'a donné l'assurance que j'avais plein de force en moi et j'avais une connexion avec les oiseaux qu'on voit là-bas, qui sont les faucons, et qui ont juste pris possession de mon corps à ce moment-là en fait. J'ai senti leurs ailes, leur force et la protection aussi que ces ailes pouvaient offrir. Je les ai ressentis comme un guide ou comme quelqu'un qui te dit quelque chose que tu sais déjà, mais que tu ne vois pas.
Le message des plantes, c'est qu'elles interviennent sur la relation du corps et de l'esprit. Il y a un lien étroit entre la mécanique du corps et la mécanique céleste. Alors le lien entre yoga et chamanisme, je pense qu'il y a un lien très global qui est un lien de recherche de soi. Pour parler d'une manière un peu technique, on a tous des nœuds énergétiques dans le corps. Et ces nœuds apparaissent dans le yoga. Ça prend un certain temps. Le travail entre guillemets chamanique va beaucoup plus au cœur du sujet, beaucoup plus vite et d'une manière beaucoup plus directe. J'ai trouvé que dans le chamanisme, c'est énorme tout ce qu'on vit. Et on en retire 1%. Peut-être qu'avec l'entraînement du yoga, peut-être 5, 10, 15, 20. Si on reprend la racine en grec du mot thérapeute, on a théras et peut, qui veut dire entrer dans le concept de Dieu. Entrer dans la conception divine, c'est montrer la voie de Dieu. Et on emploie la fonction de thérapeute beaucoup plus comme psychologue et pas comme une fonction thérapeutique menant les personnes vers une quête spirituelle, en tout cas vers leur concept de Dieu. Dans ma génération, il n'y avait pas toutes ces voies thérapeutiques. On était beaucoup plus simple. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix, mais beaucoup plus d'éparpillement, beaucoup plus de dispersion. Aujourd'hui, notre modèle économique nous conduit vers un monde d'apparence et de superflu. L'enseignement de ces peuples ancestraux est plus que jamais de rigueur pour nous guider et nous aider à retrouver un chemin vers plus de cohérence. Il est temps de prendre conscience que la nature est primordiale. Nous ne pouvons plus gaspiller et détruire ces trésors dans un objectif économique. L'humanité n'a un avenir que si elle comprend qu'elle est en interaction avec ce qui l'entoure. La véritable richesse, c'est un écosystème en bonne santé.